Après le drame du sang contaminé, la place et le rôle de l'Association française des hémophiles a profondément évolué. Il n'était plus question pour nous de laisser la seule responsabilité de notre sécurité aux professionnels de santé. Nous avions besoin de construire notre propre expertise sur les enjeux de sécurité. Et pour cela, on a développé en interne cette expertise, on a appris à un point tel qu'aujourd'hui, nous sommes un acteur vigilant de la santé des patients et des proches atteints d'une maladie hémorragique rare. Quand, pour la première fois, il s'est agi du prion en 1994, nous avons été les premiers à inviter le professeur Dormont, ici même, qui nous a expliqué les dangers potentiels qu'il pouvait y avoir sur l'apparition du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sur les produits anti-hémophiliques. Tout ça a duré très longtemps, mais nous nous sommes posés véritablement comme des interlocuteurs privilégiés vis-à-vis des pouvoirs publics, ce que nous n'étions pas avant. Pour vous montrer, si vous voulez, la façon dont l'AFH a été réactive, il y a eu une crise également de pénurie. Il se trouve qu'une firme pharmaceutique a eu un problème industriel aux États-Unis et que cette firme produisait à peu près 50% des produits recombinants. Donc on risquait la pénurie. L'AFH a pris les devants, a exigé la création d'une commission avec l'AFSAPS à l'époque pour qu'on puisse gérer cette pénurie. Notre action, elle s'exprime par exemple dans notre engagement au sein des instances nationales de santé, comme au conseil par exemple d'administration de l'établissement français du sang, notre présence constante auprès de la Direction générale de la santé, auprès de la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé, pour faire prévaloir justement cette absolue nécessité de rester vigilant. Et notre rôle, c'est de porter cette vigilance auprès des acteurs qui décident, auprès des professionnels de santé qui soignent, auprès du ministère de la Santé qui finance, auprès de la haute autorité de santé qui établit des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, auprès de l'établissement français du sang qui collecte le sang, auprès de l'industrie pharmaceutique qui fabrique ces médicaments. Les pouvoirs publics ont pris conscience à ce moment-là que notre pathologie était une pathologie dite sentinelle. C'est-à-dire que la fréquence des perfusions, donc la fréquence du contact avec des produits sanguins, n'existait que dans notre pathologie. Et que si on pouvait déceler des contaminations ou des effets secondaires graves chez nous, eh bien ça pouvait toucher toute la transfusion sanguine. Et à ce moment-là, ce n'est pas 2500 hémophiles, c'est 800 000 transfusions dans l'année. Et donc le problème devient un véritable problème de santé publique. Ils ont pris conscience de ça. Et c'est la raison pour laquelle ils nous écoutent beaucoup, qu'on est leur interlocuteur principal et qu'ils ont effectivement admis beaucoup de ce que nous demandions. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'au final, la décision prise est celle qui est la plus protectrice pour les patients et pour les malades, pour les proches. Il faut pousser très loin nos revendications. Ainsi, on peut considérer, en particulier sur le prion, qu'il pouvait y avoir des avis scientifiques quasi unanimes, notamment sur le prion sporadique, nous indiquant que le risque était très minime. Mais comment repousser ce risque même minime quand on sait qu'il existe? Il suffit d'un seul patient pour qu'il soit contaminé pour que le risque se révèle. Ça a été le cas de ce qu'on a appelé le patient anglais.
Je me souviens très bien, à l'époque, l'agence l'AFSAPS, elle s'appelait l'AFSAPS à l'époque, me certifiait que si un jour il y avait un hémophile dans le monde qui ait des traces de nouveaux variants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il était absolument certain à ce moment-là que c'était les produits anti-hémophiliques qu'il aurait consommés qui en seraient responsables. Et le jour où c'est arrivé, les pouvoirs publics ont dit non, on n'en a pas la preuve. C'est toujours l'attitude des pouvoirs publics. Tant que vous n'avez pas la preuve absolue, c'est une négation du risque. Le patient, ça doit être l'inverse. Tant qu'on n'a pas la preuve absolue, il faut considérer que le risque existe. Et ça a été le rôle de l'AFH qui a été mis en œuvre, je crois, pendant toute cette période. Donc notre rôle, c'est d'aider les patients à être plus informés, plus acteurs de leur santé et être de réels discutants sur les choix de santé qui les concernent. Évidemment, l'affaire du sang contaminé a secoué le monde médical, incontestablement. Les relations entre l'AFH et les médecins, entre les patients eux-mêmes et leurs médecins, a été véritablement bouleversée. On a toujours essayé pendant cette période d'imposer le fait que les médecins sont des sachants. Les médecins, on doit leur faire confiance, sont des sachants, mais ils doivent partager leur science avec le patient. Et collectivement, avec nous, l'AFH. On a réussi à imposer que nous avions notre personnalité propre, notre intelligence propre, que nous étions capables de comprendre les problèmes qui se posaient, aussi bien qu'eux, du moment qu'on pouvait en avoir une explication, et que nous pouvions avoir des avis. Une confiance s'est construite sur cette nouvelle relation. La relation qui est une relation plus claire, une relation de vérité, une relation dans laquelle on expliquait chacun notre point de vue. Le but dans les réformes que nous avons entreprises, Patrick Vallet, qui était président, et moi-même, après, c'est rendre le patient responsable. Responsable, ça veut dire informé, mais aussi responsable de sa maladie. L'AFH faisait confiance en l'intelligence des patients. Les traitements ont beaucoup évolué. Et d'une part, les médicaments dérivés du sang, issus du don du sang, ce qu'on appelle les plasmatiques, ont vu leur processus de sécurisation être développés à un point tel qu'aujourd'hui, ils sont considérés comme étant extrêmement sécurisés. Puis l'immense aussi progrès, c'est au début des années 90, ça a été les recombinants. À un moment, justement, où il fallait une offre de médicaments, complémentaire. Et les recombinants représentaient eux aussi un très grand progrès. Et c'est là que aussi pleinement le rôle de l'Association française des hémophiles, aux côtés des professionnels de santé, joue, et de la Fédération mondiale de l'hémophilie aussi. C'est-à-dire une vigilance sur ces nouveaux médicaments, parce qu'un médicament, c'est jamais neutre, et ça représente des bénéfices et des risques, et ils n'agissent pas de la même façon sur un tel que sur un autre. C'est ce lien constant entre le bénéficiaire, les professionnels, les autorités de santé et l'association qui se fait le porte-parole, le porte-voix, qu'on a, je crois, une vraie vision gagnante d'une amélioration constante des soins.